Vous avez compris l'explication de la dame. Moi, je ne vais même pas l'analyser. Tout le monde a compris. Tout le monde se fait déjà une idée là-dessus. Et je n'ai pas grand-chose à dire. C'est tout simplement regrettable. Voyez-vous, et le gars qui l'aurait même dit à la DPJ que ce que la dame a payé, que ça c'est pas de l'argent parce que c'est le franc guinéen, que le franc guinéen que c'est pas de l'argent pour eux, eux ils ont le CFA. Il paraîtrait que le policier a tenté de rentrer dans son paquet, comme si il lui disait que tu veux insulter la Guinée, toute une nation, notre monnaie et tout. Mais bon, d'influence en influence, ils ont réussi à se tirer d'affaire. La dame, son événement a été saboté. Elle est bloquée depuis, imaginez, depuis le 14 mai jusqu'à maintenant. Elle n'a pas son argent. Et elle s'est fait insulter, elle s'est fait menacer, elle s'est fait trimballer. Voilà quoi. Ce sujet est à vous. Donc, relayez le message, partagez au maximum le direct et sur TikTok et sur Facebook pour que ce message puisse aller, ce témoignage puisse aller de loin. On ne peut pas continuer à dire la même chose. Que la Guinée est un pays de non-droit. Même les étrangers disent, oh, on s'en fout. Voilà, on vous fait ce qu'on veut en fait dans votre propre pays. Et le gars, il a le kilo même d'appeler la dame pour lui dire, je rentre dans ton pays demain. Je rentre demain comme pour dire, tu ne peux rien absolument contre moi. Je suis influent que parce que la primature, les cadres de la primature, selon les témoignages là, serait allé proposer 5 milliards pour la sensibilisation. Pendant ce temps, les banques sont pauvres. Pendant ce temps, vous avez les contribuables, n'est-ce pas? Vous avez vos épargnes dans les banques, vous avez vos salaires dans les banques, vous ne pouvez pas accéder à vos propres ressources. Et si tous les clients portaient plainte contre les banques, parce que si vous empruntez de l'argent à la banque, le délai de remboursement, vous ne parvenez pas à rembourser, n'est-ce pas, ces prêts-là, dans les délais requis, les garanties que vous laissez, la banque se donne le droit de prendre, n'est-ce pas, de s'octroyer, de s'auto-octroyer, on va dire comme de s'octroyer votre garantie, de la vendre, pour recouvrer, n'est-ce pas, son argent. Ou encore, il y a des pénalités qu'on vous applique. Maintenant que vous avez vos montants, vos épargnes, n'est-ce pas, emprisonnés dans les banques, vous ne pouvez pas accéder à vos ressources. Ben, les gens, les clients des banques sont libres de porter plainte pour paiement des dommages. Donc, il faut le faire. Et je l'ai dit, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. C'était en 2022. Je l'ai dit lors d'une de nos émissions. J'ai dit les banquiers ont tiré une balle dans leur pied. C'est-à-dire ils ont créé un précédent très très dangereux sans se rendre compte. Parce que les banques fonctionnent sur un élément essentiel qu'on appelle le fonds fiduciaire. Fiduciaire, c'est l'expression qui est basée sur la confiance. Les gens viennent à la banque pour déposer leur argent par confiance. Les gens vous donnent l'argent par confiance. Eh bien, au lendemain du coup d'État du 5 septembre 2021, les autorités de la transition, sans mandat, sans aucune décision de justice, ont ordonné, à travers un simple communiqué, ont ordonné aux banques primaires de procéder au gel des comptes de tous les anciens dignitaires du régime défunt. Et les banques ont obtempéré directement, se sont pliées directement à cette injonction sans faire recours aux dispositions de la loi, sans dire non, on ne peut pas le faire, ce que la loi exige, tant que ce n'est pas sur la base d'une décision de justice, on ne peut pas bloquer les comptes des gens. Malheureusement, les banques l'ont fait. Je l'ai dit à l'antenne, j'ai dit les banques guinéennes viennent de créer un véritable problème, mais qui va leur rattraper d'ici la fin de cette transition. Je vais rechercher l'émission pour vous ramener l'image là. J'ai dit ça va leur rattraper, ça va leur coûter très cher. Parce que ceux qui ont déposé leur argent chez vous par confiance, quelqu'un d'autre vient vous dire il faut bloquer leur compte. Vous avez bloqué les comptes sans que cela ne soit une décision de justice qui vous autorise de bloquer les comptes. Ce qui fait que les autorités de la transition qui ont ordonné cela, ces mêmes autorités
ont eu peur de déposer leur argent dans ces banques-là. Parce qu'ils disent, le jour où peut-être leur régime, si ça tombe ou bien le jour où ils vont quitter, le régime qui viendra après, si ce régime-là aussi demande à ce que les comptes soient fermés, eux aussi vont perdre leurs ressources. Donc, en ayant à l'esprit l'expérience des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, les autorités du CNRD ont refusé donc d'épargner leur argent à la banque. Qu'est-ce qu'ils font? Trois choses. Premièrement, quand ils ont de l'argent, ils prennent la liquidité, ils gardent soit dans leur coffre-fort au bureau ou à la maison. Donc, ils gardent l'argent à la maison. S'ils ne font pas ça, ils font la monnaie, ils mettent ça en devise. Donc, ils sont devenus, la plupart des cadres guinéens aujourd'hui, s'ils vous donnent de l'argent, c'est en devise. Le dollar se gagne facilement en Guinée aujourd'hui, euro pareil, mais le dollar surtout se gagne facilement aujourd'hui à travers les autorités de la transition. Donc, ils ont procédé donc à faire, ils ont fait des changes. Ils ont fait des changes pour garder leur argent en devise. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est que, donnez-moi une seconde, je dois couper l'appel là. Voilà. Le troisième élément, c'est quoi? C'est le blanchiment de capitaux. Ils ont acheté des bâtisses, des maisons à Abidjan, ils ont acheté des maisons à Dakar, ils ont acheté des maisons en France, aux États-Unis, un peu partout. Et surtout d'ailleurs en Guinée, dans toutes les villes, à Conakry, à Dubreka, à Koya, à Forikaria, à Kankan, à Kindia, etc. Donc, c'est comme ça. Ça fait que les opérateurs, eux aussi, qui est fou? Les opérateurs ayant constaté, parce que d'abord, les réserves obligatoires que les banques avaient déposées auprès de la banque mère, donc qui les ravitaille, la Banque centrale de la République de Guinée, ils avaient quelque chose de plus de 5 000 milliards, 5 297 milliards, si ma mémoire est bonne. J'avais le tableau là avec moi, de toutes les réserves obligatoires des 19 banques primaires qu'il y avait en Guinée à l'époque. Peut-être il y a de nouvelles banques, je ne sais pas. Leurs réserves cumulées faisaient quelque chose de 5 297 milliards. Dans un premier temps, le gouvernement de transition, donc en difficulté, a fait des bons de trésor, c'est-à-dire octroyer des contrats et faire des garanties à des entreprises pour aller emprunter de l'argent à leur banque, que l'État allait procéder au remboursement après. Et donc, il y a eu ces bons de trésor-là, à un moment donné en 2022, qui sont allés au moment où Moussa Sissé était encore ministre de l'économie et des finances, si je ne me trompe. Ces bons de trésor sont allés jusqu'à 800 milliards de francs guinéens. 800 milliards de francs guinéens, et ils se vantaient sur ça, le gouvernement se vantait sur ça. Donc, ils se sont endettés plusieurs fois dans l'argent des banques. Et au moment où ils doivent beaucoup de milliards aux banques primaires à travers les entreprises qui étaient en train de faire des prestations pour l'État, au même moment, ils s'en vont encore prendre les réserves obligatoires des banques primaires. Donc, ils ont pris 5 000 milliards dans les 5 297 milliards. Quand ils ont pris donc les 5 000 milliards, il ne restait que 297 milliards, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, plus de 290 milliards de francs guinéens. Je vous ai dit, je n'ai pas préparé le direct, sinon j'ai toute la documentation avec moi. J'allais chercher dans le téléphone, mais il y a plein de documents en ligne. Et donc, j'allais chercher pour vous les mettre à disposition. Maintenant, les réserves des banques sont parties. Les gros contributeurs, donc les grands opérateurs économiques qui envoient leur argent à la banque, qui venaient maintenant pour des décaissements à la banque, ils n'avaient pas de solution. Tu viens pour 1 milliard, on dit, ah, on n'a pas de solution. Ils se réfèrent à la banque centrale, il n'y a pas d'argent. Finalement, les opérateurs ont pris conscience, ont commencé à se méfier. Finalement, plus personne ne déposait son argent à la banque. Plus personne, on est resté dans ça. Et la BCRG venait donc de faire des commandes. Il y a des billets, je l'ai annoncé également dans une émission, il y a eu des conteneurs d'argent, de nouveaux billets qui sont arrivés. Avant même l'impression des billets, de nouveaux billets de 20 000, des nouvelles séries qu'ils ont créées là. Est-ce que vous voyez? Donc, ils avaient de la liquidité. Or, le flux, n'est-ce pas, monétaire est contrôlé par les institutions de Bretton Woods. Je ne suis pas économiste, mais de spécialité. Mais voilà, en tant que journaliste d'investigation, on s'intéresse, et je m'intéresse en tout cas,
beaucoup plus au fonctionnement des finances publiques. Donc, tout ce qui est économie, je suis un journaliste qui s'est spécialisé en économie. Donc, vous allez remarquer chaque année le journal de l'an en économie sur l'espace. Depuis 2015, c'est moi qui le fais. Et la plupart des sujets en économie, dans les reportages et tout ça, là, donc c'était ma spécialité à l'antenne en tant que journaliste économiste. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne peuvent pas, pour imprimer encore d'autres billets, il faut, parce que c'est contrôlé. Les institutions, c'est-à-dire le nombre de billets qui est imprimé, qui est sur le marché, c'est connu et tout. S'il faut encore ravitailler le marché en billets, cela doit s'opérer en tout cas sur un certain nombre de principes. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire dans l'anarchie comme ça, parce que les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, ont un regard sur la situation. Ça fait que, et même pour imprimer les billets, l'impression des billets jusqu'à l'arrivée à la livraison à Conakry, ça prend au minimum quelque chose de 6 mois. On est en difficulté. Pas d'argent dans les banques primaires, donc pas d'argent à la BCRG. Et je l'avais dit à l'antenne une fois, et dans un live ici une fois plus tôt, quand on traitait du dossier de la BCRG. Pour ceux qui me suivent dans tous mes lives, je l'ai dit, j'ai dit même les comptables des camps étaient passés à la fin du mois de mai, si je ne me trompe, avril ou mai, je ne me rappelle plus exactement. Ils sont passés à la BCRG du matin, de 8 h jusqu'à 19 h, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent et c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent. Vous avez vos milliards à la banque, vous ne pouvez pas accéder à vos milliards. Vous voulez passer un retrait Orange Money pour 10 millions, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous venez pour prendre 10 millions à la banque, on dit vous ne pouvez avoir que 5 millions. Ou même, vous le connaissez mieux que moi. Je me limite là-dessus. Quel sujet on va emprunter? Voilà, le prochain sujet. Acceptez, donnez-moi une seconde, je fais un truc rapidement sur ce téléphone. On va aller vite fait. Le sujet de Maître Traoré. On va venir sur ça. D'accord. Vous l'avez appris. Après le kidnapping de Foninké, de Biloba, il y a bientôt 1 an, on a assisté au kidnapping de Sadou Nimaga le 17 octobre 2024. Ça fait 8 mois et quelques. Après cela, on a assisté au kidnapping de Habib Marouane en décembre. Après Habib Marouane, je ne connais pas la date pour Nieloué, et pour Mofassori, ça c'est depuis 2022. Et pendant la fête de Tabaski, vous avez été informé du kidnapping du jeune griot Guelima Kouyaté. Après le kidnapping de Guelima, bien avant ça, on a eu le kidnapping de Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, qui avait été tabassé à son domicile, emporté dans une destination inconnue. Il a été sauvagement battu. Tout ce qu'on a dit à Abdoul Sako, c'est les mêmes propos qui ont été réitérés à Maître Traoré ce samedi, après son enlèvement à son domicile à Sonfonia. Ils ont dit, ceux qui ont enlevé Abdoul Sako étaient arrivés dans les V8. Ils sont venus à bord des V8, des véhicules V8. Ils étaient cagoulés. Il y a une unité spécialement créée à cet effet qui est logée au sein de la gendarmerie nationale, qui est sous le contrôle du général Bala Samboura. Parce qu'à un moment donné, ceux qui ne le savent pas, il y a une autorité de la transition, un ministre, qui avait appelé au haut commandement qu'il fallait kidnapper Babila, le torturer et le faire signer un engagement
pour dire qu'il ne va plus jamais enquêter sur la transition du CNRD et qu'il ne va plus jamais critiquer le CNRD. Ça, c'était en 2023. Oui, ce que je vous dis là. Dieu est témoin de tout. Qu'il faut kidnapper Babila, le violenter, donc le torturer et le faire signer un engagement. De ne plus jamais critiquer le CNRD. De ne plus jamais enquêter sur la gouvernance du CNRD. Dieu est le maître du destin. Si je suis encore en vie et en liberté, je ne peux que remercier Allah, qui est le gardien suprême, qui continue de veiller sur moi, sur ma sécurité, et qui est en train de m'éloigner, de m'épargner de tous les stratagèmes, tous les complots, tous les pièges, toutes les stratégies qui ont été employées. Je me remets donc à cette puissance divine pour dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. On se confie à Allah, il n'y a que Allah que nous craignons. Il s'est passé énormément de choses. Je n'aime pas raconter souvent mes péripéties ou en tout cas les difficultés auxquelles j'ai été confronté. Pour une raison que je ne vais pas dévoiler ici, mais je ne veux pas alarmer les autres autour de moi. Je gère en tant qu'homme beaucoup de ces situations. Voilà, Maître Traoré, en raison de ses prises de position, on le kidnappe. Les soutiens du CNRD diront que non, que ce sont des, comme ils l'ont dit pour Foninké Mengue, malgré le témoignage de Mohamed Sissé, qui était l'une des victimes de ce kidnapping-là, qui avait été relâché après avoir été torturé, qui a raconté sa mésaventure, tout ce qu'on les a fait subir, du domicile de Foninké Mengue jusqu'à la présidence, jusqu'à Kassa, le gars a tout raconté. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun procureur ne l'a entendu. Aucun procureur, ni le procureur général, ni un procureur d'instance n'a tenté de communiquer avec Mohamed Sissé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. On dit que la justice est la boussole. Maître, comment on appelle, Abdoul Sako avait été enlevé dans les mêmes conditions par des gens qui sont venus pénétrer son domicile par effraction. Or, la charte de la transition stipule noir sur blanc que les domiciles privés sont inviolables. Que la liberté est sacrée, est consacrée, la liberté des citoyens est consacrée, et que le droit, comment dire, la vie humaine est sacrée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la charte de la transition, que la vie humaine est sacrée. Et il est même dit également par les lois de la République que nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Malgré cela, il y a des agents qui sont devenus, on va dire, des tueurs en gage, qui sont devenus des machines de destruction massive, qui sont devenus des prophètes du mal, qui sont prêts à bondir sur tous les coups dès l'annonce d'une instruction venant de quelque autorité au haut niveau que ce soit, pour aller réprimer les citoyens pour lesquels ils ont prêté serment, en portant la tenue, la valeureuse tenue de l'armée guinéenne, cette glorieuse armée, cette brave armée, cette institution d'État organisée de façon à servir avec efficacité les objectifs du développement de la nation. Qu'il y ait des individus sans réserve ni retenue, sans crainte, sans morale, sans commune mesure, qui se donnent le plaisir d'obéir
à toutes les instructions. Même si on leur demande d'aller tuer quelqu'un, ils le feront. Et comme si vous n'allez pas mourir, ceux qui le font. Un jour ou l'autre, vous allez mourir. Ceux qui se donnent à ces pratiques-là, ayez à l'esprit que vous allez aussi mourir un jour. Et vos progénitures, est-ce que vous pensez à la vie de vos enfants? Parce que Dieu lui-même, il le dit, ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Vous n'allez pas s'aimer le riz et aller récolter le faux-nu à sa place. Vous n'allez pas s'aimer la manioc et aller récolter le mil à sa place. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas s'aimer le mal dans la vie des autres et espérer avoir le bien dans la vie de vos enfants. Vous tuez les pères d'autrui, les enfants d'autrui, vous les malmenez. Si Dieu ne sévit pas contre vous directement, un jour ou l'autre, vos progénitures payeront les frais. Mon grand-père m'a raconté une histoire. Un vieux sage, il était d'Outi, il était chef de canton au moment de la période coloniale. Nul ne quittait le village sans passer lui dire bonjour. À la récolte, nul ne pouvait savourer les fruits de sa dure labeur sans envoyer la part du chef de canton. Et il pouvait voir des citoyens avec leurs femmes, dès qu'une femme, la femme d'un citoyen l'intéresse, il dit que votre femme est belle pour vous, donc c'est le chef qui doit la voir. Jusqu'à ce qu'un jour, il a retiré à un monsieur l'unique femme qu'il avait et il n'avait pas de moyens pour épouser une autre. Quand il lui a enlevé sa femme, il dit que la femme du monsieur était belle pour être l'épouse de ce monsieur-là. Le monsieur a fait une malédiction. Il y a un arbre en Haute-Guinée qu'on appelle bourrin. Je ne connais pas le nom en français. Donc la malédiction, bourrin, c'est un arbre qui peut blesser parce que ça a des épines. Il a fait une malédiction en résumé pour dire que le monsieur lui a fait du tort parce qu'il est fort contre lui qui est faible, que à jamais que le monsieur n'aura de progéniture. C'est-à-dire que Dieu va décimer sa descendance un à un pour qu'il n'y ait plus personne qui survive dans sa famille. Et ce fut le cas. Tous les enfants, toute cette famille, aujourd'hui je connais le nom du village, je connais le nom de la personne, mais je me réserve de le dire. Toute la famille du vieux a été décimée. L'unique qui a survécu était devenu fou. Un fou et un très grand voleur. Et lui, un beau matin, il a été victime d'accident. Après avoir été violenté par plusieurs fois quand il vole les objets des gens. La famille là, aujourd'hui, on cultive sur leur terre aujourd'hui, il n'y a plus de maison. Ça, c'est une parenthèse. Ceux qui obéissent aux instructions pour faire du mal, dans l'injustice, dans l'illégalité, dans l'arbitraire, dans l'abus, dans le péché, ça va se récolter un jour ou l'autre. Ça, c'est indéniable. Ils ont enlevé Maître Traoré, le même modus operandi qui a été appliqué à Abdoul Sako, violenté et jeté comme, je ne sais pas comment, c'est pas comment qualifier ça. Un père de famille, Maître Traoré, qui est rentré le mercredi dernier de la Mecque, du pèlerinage, des lieux saints, de la Mecque. Il est rentré mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, on vient l'arracher brutalement devant sa famille, devant ses enfants. On le violente à bord des véhicules, des V8, alors qu'il y a des barrages un peu partout. Les véhicules, ce sont des véhicules pour la plupart qui sont sans plaque d'immatriculation. Et si ces véhicules-là passent les barrages, c'est que ce ne sont pas des bandits. Parce que les bandits ne peuvent pas opérer avec des véhicules sans immatriculation et franchir les barrages sans se faire inquiéter. Ce n'est pas possible.
Et donc, tard la nuit ou en milieu de nuit, 2h, 3h du matin, on vient kidnapper un père de famille. On dépasse, tout le monde connaît Conakry. D'abord, au rond-point de T7 là-bas même, il y a des militaires qui sont là-bas. Vous arrivez à Lansanaya, au moment où j'ai quitté Conakry, il y avait un barrage à Lansanaya. Il y avait un barrage également à Kagbeleng, Carrefour, à partir de l'autoroute Koya, c'est-à-dire, comment on appelle, oui, c'est Kagbeleng. Kagbeleng, au carrefour de Kagbeleng, Sanoya, voilà, Carrefour Sanoya là-bas. Il y avait un barrage également. Vous continuez jusqu'à Koya, il y a un barrage. À Kouria également, il y a un barrage. Donc, il y a le barrage de Kaka et de 36 qui sont à la fois après le pont Kaka et encore à Kouria. Donc, Maître Traoré s'est retrouvé derrière Kouria à Bangouya. Ils ont franchi donc tous ces barrages-là sans être inquiétés. Ça veut dire que ce ne sont pas des bandits ordinaires. Ceux qui sont allés l'enlever, et d'ailleurs les discours qui ont été tenus pour ceux qui sont en train de défendre ou pour le soutien du CNRD qui racontent, vous n'avez pas de preuve que c'est le pouvoir qui les a enlevés, vous racontez du n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela, ce sont des bandits, etc., etc. Même le ministre de la Justice avait dit ça à un moment donné, même le procureur général, c'est leur langage. Mais Dieu est témoin de tout. Un père de famille, ils l'ont dit pourquoi il a démissionné du CNT. Pourquoi un bandit s'intéresserait à cela? Quand le bandit vient chez toi, il te veut pour ton argent. Maître Traoré, il n'est pas quelqu'un de fortuné. C'est pas un riche, c'est pas un opérateur économique. Et ceux qui sont venus le prendre ne sont pas venus pour de l'argent. Il rentre mercredi, il n'a même pas fini de faire c'est-à-dire de se reposer. Après un mois d'intense épreuve, parce que le pèlerinage c'est une épreuve très dure. Il ne s'est même pas reposé. On vient le cueillir dans sa famille. Est-ce que ceux qui ont fait ça, les hautes autorités de la transition qui ont fait la Mecque là également, si on vient leur cueillir comme ça et leur faire subir ce même traitement là, est-ce qu'ils se mettent à la place des gens à qui ils font du mal? Qu'avant de mettre un médicament dans la plaie de ton prochain, il faut d'abord se dire, est-ce que si on met le même médicament dans ta plaie, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que ça te fera plaisir? Voyez ce que ça fait? Voyez ce que ça fait? Permettez, hein, parce qu'il y a un truc sur TikTok que je règle rapidement. Voyez-vous ce que ça fait? On vient enlever un père de famille, brutalement, sauvagement, cruellement, dans la barbarie, sans foi ni loi, sans convocation, rien, rien. Un homme de droit. Maître Traoré pourrait-il refuser de répondre à une convocation devant un commissariat, devant une gendarmerie, devant n'importe quel service étatique? Une convocation en bonne et due forme? Non. Il ne pourra pas, il ne peut pas le faire. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée. C'est lui qu'on vient humilier, réduire. C'est lui qu'on vient traiter comme un bandit de grand chemin. Dans une république qui se veut d'être appelée pays démocratique, pays de droit. Que dans ce pays, qu'on parle de refondation, je ne sais pas quelle est la définition du mot refondation pour les autorités de la transition de Conakry. Quelle est la définition du mot refondation pour eux? Refonder dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Refondation, c'est le kidnapping. Refondation, c'est les tueries. Refondation, c'est l'injustice. Refondation, c'est les abus de pouvoir. Refondation, c'est la répression sauvage. Refondation, c'est réprimer la population. Refondation, c'est je ne sais quoi d'autre. C'est quoi la refondation? Mon frère, je n'ai pas les nouvelles de toi là-bas.
Non, je n'ai pas de ces nouvelles, malheureusement. C'est quoi la refondation? On ne sait pas. Donc, Maître Traoré est cueilli à son domicile, illégalement, et on va le violenter 50 coups. On dit pourquoi il a démissionné au CNT. Et on dit pourquoi il tient des propos. C'est-à-dire pourquoi il se donne la liberté de réfléchir, d'analyser, de commenter, n'est-ce pas, l'actualité sociopolitique de notre pays. Donc en Guinée, nul n'a la liberté de réfléchir désormais sur la situation guinéenne. Nul n'a le droit de porter le regard sur le fonctionnement de l'État. Nul n'a le droit de critiquer, de dénoncer et même d'interpréter la loi. Parce que parfois, Maître Traoré fait des sorties pour donner des lectures juridiques, pour donner, n'est-ce pas, une opinion en tant qu'homme de droit, pour interpréter les lois de la République, expliquer les lois. Et ils ont dit que c'est la justice qui sera la boussole. Et la justice est fondée sur la loi. Quelqu'un qui se donne le travail d'expliquer cette loi-là, ou ces lois de la République, conformément donc à tout ce qui a aux différentes dispositions, à tout ce qui lui confère, n'est-ce pas, les lois de la République également, on vient cueillir cette personne, on vient le violenter, on vient le kidnapper, on le violente. Que parce que il dit le droit, parce que il interprète les lois, parce que il analyse l'actualité, parce que il donne son opinion. Et il a été dit dans la charte de la transition que nul ne doit faire l'objet d'arrestation, de convocation, de persécution, etc., etc., pour son opinion, pour sa conviction, pour etc., etc. Les droits fondamentaux ne comptent plus en Guinée. Les libertés fondamentales n'existent plus en Guinée. Eh bien, nul ne doit porter le regard sur les dérives de la transition. Nul ne doit ouvrir la bouche pour critiquer, pour dénoncer ou pour donner des informations qui ne plaisent pas aux autorités de la transition. Pendant ce temps, vous avez les partisans de la facilité, n'est-ce pas, qui sont entretenus par les autorités de la transition. Moi, il y a ce fait qui m'inquiète. Beaucoup de gens, certainement, ne portent pas le regard. Il y a un fait qui m'inquiète en Guinée. Je vais vous expliquer. Remarquez, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, les gens qui sont au top, les gens qui sont les privilégiés de ce régime, qui sont-ils? C'est des gens sans référence, c'est des gens sans repère, c'est des gens sans situation, c'est des gens sans valeur en fait, si on peut se le permettre. Parce que ceux qui se permettent d'ouvrir la gueule pour insulter vulgairement les pères et les mères des gens, c'est-à-dire nous avons tous les Guinéens, chacun de nous est issu d'une maman et d'un père. Que ces gens-là également, qui ont été éduqués dans cette société fondée sur des valeurs traditionnelles, sur des valeurs religieuses, sur des valeurs culturelles, que ceux-ci se donnent le plaisir d'aller insulter les pères des gens, d'aller insulter les mères des gens, c'est devenu leur quotidien. Que ces gens-là s'affichent également aux côtés des autorités pour faire des photos, pour faire des vidéos, et pour même être reçus, grandis, glorifiés, on leur accorde une attention soutenue. On donne des maisons à ces gens-là, on donne des véhicules à ces gens-là. Ils sont entretenus. Ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter tous les Guinéens. Ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter. Des gens sans valeur. Des gens qui ne peuvent même pas, en fait, en principe, qui ne doivent même pas ouvrir la bouche pour parler du fonctionnement de l'État parce qu'ils ne connaissent absolument rien de l'État. Des illettrés qui ont juste le petit téléphone pour acheter le pass, le forfait internet,
Ils s'asseyent sur les réseaux sociaux et ils vilipendent les gens. Ils insultent les gens pour glorifier les autorités de la transition. Babila fait une sortie, ils viennent s'asseoir, faire des vidéos, ils insultent son père, ils insultent sa mère, ils insultent toute sa famille, toute sa lignée. Que parce que tout simplement, Babila a exprimé son opinion, ou il a enquêté, ou il a donné une information. Pour ça, on l'insulte. Père et mère. Et les autorités voient ça. Les procureurs voient ça. La police judiciaire, toutes les autorités sont au courant de ça. Ils voient ces vidéos-là. Ils sont même témoins parce qu'ils sont même tagués dans ces vidéos-là. Et ce sont ces gens-là même que eux ils entretiennent. Et un pays où les autorités dansent sur des musiques qui font l'apologie des injures ou de l'insulte des pères et des mères des gens, des frères, etc., etc., comme si nous ne sommes plus une nation. La morale a quitté notre société. Où allons-nous? Quelqu'un insulte vulgairement d'autres personnes, vous insulte, vous dansez sur ces morceaux-là, qui insultent les pères des gens, qui insultent les mamans des gens. Les gens se donnent le plaisir, ceux qui sont entretenus, ceux qui sont embarqués à bord des véhicules, des VA, les gens qui bénéficient des per diem, c'est-à-dire que ceux qui font les mamayas avec eux, qui font le tour de la Guinée là, tournoi de refondation, marche pour la paix, bilan du CNRD, ou quoi d'autre encore, tous ceux qui sont embarqués à partir de Conakry, dans les véhicules, on leur donne des per diem, on les loge à l'intérieur du pays, dans les hôtels. Et ce sont ces gens-là, ils quittent, c'est-à-dire qu'ils mangent dans les mêmes bols avec les ministres et les directeurs. Après, ils ouvrent leur compte TikTok ou leur compte Facebook pour commencer à vomir sur les gens, pour commencer à baver sur les gens, comme s'ils ne sont pas issus de famille en Guinée, comme s'ils n'ont pas de père, comme s'ils n'ont pas de mère, comme s'ils n'ont jamais reçu d'éducation. Vous insultez les parents des gens. C'est devenu leur emploi. Dans un pays où la facilité est honorée. Parce que les gens, ils gagnent. En fait, plus personne ne se fait de soucis. Parce que si tu es capable d'insulter les opposants, d'insulter ceux qui critiquent le pouvoir, d'insulter ceux qui enquêtent, d'insulter ceux qui expriment leur opinion, qui sont contraires à la vôtre ou à la leur, eh bien, ils viennent le faire et puis le lendemain, ils finissent leur live. Parfois même, ils le font après, ils vont dans les bureaux des ministres et directeurs et puis on leur donne des enveloppes terminées, ils s'en vont. Et ils ont des véhicules. On leur donne des véhicules sortis d'usine. On leur donne des maisons. On donne des terrains. Des terrains à certains également. Des terres pour construire. On leur donne des faveurs. Certains, on leur a dit de créer des sociétés pour leur donner des contrats, etc. Dans un tel pays, comment peut-on évoluer comme ça? Où sont nos valeurs? Où sont nos valeurs? Les autorités, ce n'est pas une honte pour vous que vous vous affichez aux côtés des indignes, des mal éduqués qui insultent les pères des gens, que vous vous affichez avec ces gens-là. Ça ne vous fait pas honte? Vous n'êtes pas gêné de vous faire accompagner par des gens qui viennent insulter vulgairement les pères et les mères des gens? Il faut penser à ses propres parents. Qui va accepter qu'on lui insulte ses parents de la sorte, comme le font vos soutiens sur les réseaux sociaux? Qui de vous va accepter cela? Donnons l'exemple. Servons dans l'exemplarité. Incarnons les valeurs. On violente Maître Traoré pour son opinion, pour sa conviction, pour ses remarques pertinentes, pour ses analyses, n'est-ce pas, poignantes. Mais au même moment donné, chers frères et sœurs, posons une analyse. J'ai une inquiétude aujourd'hui très très sérieuse. Nous tous, on est menacés. Pas que Babila. On est tous menacés. Nul ne sait qui sera le prochain de cette barbarie. On est tous menacés. Ternir, il dit, quelqu'un qui dit qu'ils ont terni l'image de l'État. Ah oui. Exactement, en fait, l'État a été la fonction
politique, la fonction d'homme d'État même a été désacralisée. C'est-à-dire, on n'est plus un État. On n'est plus un État parce que l'État est fondé sur des règles, sur des lois, sur des principes, sur des valeurs. Lorsque ces valeurs-là disparaissent, lorsque ces principes-là sont piétinés, lorsque ces lois sont foulées au sol, eh bien, on est où désormais? On n'est plus dans un État. Et ils sont heureux, ils sont contents de voir ces gens-là dans leur délégation. Ce sont eux qui les entretiennent. Ils leur donnent d'autres. Ils sont dotés de tout. Ils sont entretenus. Et même si moi je suis en guerre avec quelqu'un, je n'autorise à personne d'aller insulter la maman de quelqu'un. Si quelqu'un est en guerre avec moi, quelqu'un me fait la guerre, je n'autorise à personne d'aller insulter sa mère ou d'aller insulter son père. Ce sont des innocents. C'est comme des hommes, des êtres humains qui ont mis au monde des sauvages parce que leur comportement ne reflète pas l'éducation ou les valeurs de leurs parents. Ce qu'ils font, il y en a même, je me dis, est-ce qu'ils ont des parents en Guinée? Je me pose la question. Moi, je ne demande à personne d'aller insulter le père ou la mère de quelqu'un. Non. Parce que je pense à mes parents. J'ai du respect pour mes parents. J'ai de l'amour pour mes parents. Ils m'ont donné une bonne éducation. Et comme l'a dit l'autre, que chaque enfant est une lettre écrite par ses parents et lue par la société. Et donc ces gens-là, parfois, je dirais, même leurs parents, ils ont tout fait. C'est des délinquants, des voyous, qui n'ont aucun respect pour leurs parents. Pour l'éducation qu'ils ont reçue, pour les valeurs. Et après, ils finissent de faire ces injures-là, ils vont faire l'ablution pour aller prier. Et dire qu'ils sont musulmans. Et puis pour la plupart, vous verrez, même les animistes, même les athées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de religion, qui ne croient même pas en l'existence de Dieu, vous ne verrez pas ces gens-là le faire. Tous ceux qui sont en train d'insulter les pères et les mères des gens, ce sont des musulmans, des jeunes musulmans. C'est regrettable. Une inquiétude qui doit interpeller la conscience de tous les Guinéens. Je suis très inquiet. Je pose la question, je vous amène à comprendre une situation. Nous menons des enquêtes. En Guinée, presque tout est sûr en fait. Quand un événement se passe, tout le monde est informé. Même si ce n'est pas tout de suite, mais l'information va fuiter. Quel que soit le temps, ça va fuiter. Depuis le kidnapping de Foninké, de Biloba, de Habib Marwan, de Monfassori, de Nyoli, de Sadou Nimaga, du jeune Guéli Mankouyaté récemment, aucun Guinéen, aucun journaliste, aucun citoyen ne peut dire exactement où ils sont. S'ils sont en vie, s'ils ne sont pas en vie. Où ils sont détenus, comment ils sont traités. Aucun Guinéen ne peut le dire. Or, d'habitude, on a des fuites. Pourquoi on a souvent des informations confidentielles dans les départements ministériels, à la présidence, on est au courant de beaucoup de choses des fois. Mais par rapport à la disparition de ces gens-là, rien ne filtre. Cela ne vous inquiète pas? Le président veut sortir un décret demain. Soit, si moi je ne suis pas informé, quelqu'un d'autre est informé du décret. Je donne un exemple. J'étais en déplacement. Le retour de Mamoudou Nanyale, qui était ministre de l'Agriculture, le décret de nomination pour faire de lui PCA, président du conseil d'administration de la société de Transguinéen là, au niveau de Simandou. Moi, dans la soirée, j'ai quitté un pays vers un autre pays. Quelqu'un m'appelle pour dire que le décret de nomination de Mamoudou Nanyale va sortir la nuit là,
qu'il va être porté à la tête de ce conseil d'administration. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors que j'étais très loin de la Guinée. Nous avons accès à des sources d'informations très... En fait, je ne sais pas comment le décrire, mais des informations très confidentielles que nous parvenons à obtenir à tous les niveaux. Il y a de ces citoyens qui sont au courant de ces choses, qui nous informent. Il y a de ces cadres qui ne sont pas dans cet esprit maléfique, qui nous informent parce qu'ils ne cautionnent pas le mal. Mais depuis la disparition des Foninké, des Bilo et des Marouane, de tous les gens que vous connaissez, aucun citoyen, aucun cadre, aucun Guinéen, rien n'a filtré, aucune information n'a filtré. Ce qui m'amène moi à faire deux analyses. Ça veut dire après l'enlèvement de ces gens-là, leur traitement a été confié à un nombre très limité de personnes, pour ne pas dire, on les confie à une seule ou deux personnes. Dès que la nouvelle sort, c'est toi qui es responsable. Un. De deux, si ce n'est pas ça, est-ce que ces gens-là sont détenus en Guinée? Parce que si c'est en Guinée, il y en a parmi eux qui sont malades. Ils allaient d'une manière ou d'une autre être admis dans une structure hospitalière. Soit au camp Samori, soit à la présidence, soit dans une clinique privée, quelque part. Les médecins qui allaient les voir dans cet état-là, tout le monde n'est pas cruel. Tout le monde n'a pas la pierre à la place de son cœur. Certains de ces gens-là allaient soit donner l'information à un journaliste ou à un citoyen, ou dire à sa femme ou à son frère, à quelqu'un dans la confidence. Ce quelqu'un-là allait dire à quelqu'un, cet autre quelqu'un allait dire à quelqu'un, et comme ça, la nouvelle allait se répandre, allait sortir, on allait avoir des signaux, on allait avoir en tout cas des pistes. Mais rien ne filtre sur ces gens-là. Donc, mes questions, est-ce que c'est possible, parce qu'ils ne sont pas dans les maisons centrales, ils sont dans aucune prison officielle en Guinée. Et s'ils sont à Kassa, quel que soit, il y aura des gens qui allaient le dire. D'une manière ou d'une autre, pendant tous ces mois-là, on aurait eu l'information. Est-ce qu'ils sont détenus dans les prisons de Fotoba là? On aurait eu l'information. Est-ce qu'ils sont en vie? S'ils sont en vie, on aurait eu l'information. S'ils étaient morts et que leur corps soit présent. En fait, si leur situation avait été gérée par un nombre... Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que les infos fuitent toujours, les informations fuitent toujours. Mais pourquoi sur la disparition de ces gens-là, rien ne filtre? Il n'y a aucune information. Personne ne peut vous dire quelque chose avec exactitude. Parce qu'on ne pouvait pas les soigner en catimini s'ils tombent malades. D'accord? Soit on les embarque vers une destination inconnue, dans un vol, avec un nombre très limité. Dès que ça sort, on sait d'où l'information vient, qu'ils soient détenus dans un pays ailleurs, ou qu'ils soient tués, ou qu'ils soient traités comme je ne sais pas. Parce que tout le monde ne peut pas cautionner le mal. Si vous voyez qu'il y a ces informations qui sortent, c'est parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le mal. Mais si jusque-là on a... Ah, quelqu'un dit qu'il pense au Rwanda sur TikTok. Moi, je n'ai pas voulu dire le nom du pays. Parce que quelqu'un a attiré mon attention. Posez-vous la question. J'ai appris que souvent, l'ambassadeur de Guinée au Rwanda, c'est le seul diplomate guinéen qui se déplace parfois en guette privée, en direction de Conakry et de Conakry au Rwanda, en guette privée, selon ce que j'apprends. Certains m'ont donné cette information, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas là-bas. Certains m'ont donné cette information quand même. En fait, c'est le high level de tous les ambassadeurs de Guinée qui sont
c'est-à-dire de toutes les représentations diplomatiques à travers le monde. Celui qui est au Rwanda. Et on sait, Kagame a une prison perdue au milieu de nulle part. J'ai été au Rwanda. Les mendiants sont interdits de mendier publiquement. Il y a la police qui les arrête. Dès qu'ils sont arrêtés, surtout les jeunes, on les embarque en direction d'une prison reculée, perdue au milieu de nulle part, où ils sont détenus, ils apprennent des métiers là-bas, coupés du monde. Est-ce qu'on les a envoyés là-bas? Je ne sais pas. Ils sont où? Je ne sais pas. Ils sont en vie? Je ne sais pas. Pourquoi on n'a aucun signal, aucune fuite? Alors que pour d'autres cas, on a toujours des informations. Pour les autres cas, on a toujours des informations. Pourquoi pas sur la situation de nos camarades Foninké, Bilo, Habib Marwan, M. Sadou Nimaga? Pourquoi on n'a pas d'informations sur leur situation? Les diplomates, les organisations internationales de défense des droits humains, les partenaires bi et multilatéraux, tous ceux qui ont des rapports, des relations de coopération avec la Guinée, dans l'humanisme, c'est-à-dire sur la base des principes humains, on va dire comme ça, sur la base, n'est-ce pas, de l'humanité, sur la base du respect, de la dignité humaine, sur la base de tout ce qui constitue le fondement d'une relation humaine, parce que toutes les relations, que ce soit économiques, politiques, etc., d'abord c'est l'humain qui est au centre. Tous doivent s'intéresser à cette situation, à cette question-là. Tous doivent interpeller ces autorités-là. Il faut nous faire sortir les Nimaga. Il faut nous faire sortir les Bilo, les Foninké, les Habib Marwan. Figurez-vous, quand il y a eu quand les blogueurs avaient annoncé que Alia était mort, il s'appelle comment? Agba Champion, comment il s'appelle? Michel Lama. Certains blogueurs ont annoncé qu'ils étaient morts. Pour faire taire ces spéculations, ils les ont fait sortir tout de suite devant l'opinion. Tout de suite, ils les ont fait sortir. Pourquoi pas les Foninké? Pourquoi pas Bilo? Pourquoi pas Sadou Nimaga? Pourquoi pas Marwan? Pourquoi pas Nyoloy? Pourquoi pas Djeliman? Pourquoi pas les autres? Il y a des militaires, moi je connais même pas leur nom. Il y en a. Ils sont où? Et nos sages sont là. Les sages respectables. Les religieux, les honorables religieux. Pour ne pas dire vénérables religieux. Tous sont là, les 4 régions du pays. Chaque région a une coordination régionale des sages. Les ligues régionales, les ligues islamiques régionales et les congrégations, je ne sais pas si c'est comme ça on l'appelle au niveau des églises et tout. Pourquoi ne pas faire une synergie d'action? Ce sont vos enfants qui sont portés disparus. Vos petits-enfants. Les enfants de la République qui n'ont pas tué. Ils n'ont pas d'armes. Rien. Ils ont été enlevés pour leur conviction, pour leur prise de position, pour la liberté d'expression. Ils ont été enlevés et portés disparus. Qu'est-ce qui vous empêche, les sages, les religieux, de demander des comptes aux autorités, d'exiger la libération de ces gens-là? Je me rappelle sous Alpha Condé, lorsqu'il y avait ces dialogues politiques, les arrestations pendant les manifestations, les religieux qui ont fait la médiation, qui faisaient la médiation à l'époque, venaient demander aux autorités de leur mettre à disposition les prisonniers, ceux qui ont été arrêtés en marge des manifestations. Vrai ou faux? Ça se faisait. Et on trouvait un compromis pour libérer ces gens-là. Quand il y a eu des manifestations à Kankan pour l'électricité, les jeunes qui avaient été arrêtés à l'époque, ce sont les sages de Kankan qui se sont levés pour aller demander aux autorités de Kankan
de leur mettre ces jeunes-là à disposition, que ce sont leurs enfants ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui vont leur parler. Et pourquoi vous ne vous levez pas pour aller demander au CNRD de sortir, de faire sortir vos enfants qui sont kidnappés depuis plusieurs mois? Est-ce qu'un enfant qui a son papa kidnappé, son papa a quitté la maison depuis plusieurs mois, est-ce que cet enfant peut étudier? Cet enfant grandit avec quelle mentalité? Qui de nous a tué? Qui de nous a fait du mal à ce pays? Qui de nous est en train d'agir contre le pays, contre la paix, contre la quiétude sociale? Depuis quand poser des questions est devenu un crime? Depuis quand enquêter sur les mauvaises pratiques que les autorités disent vouloir combattre? Ceux qui vous êtes à dénoncer le mal, vous dites que vous êtes là pour combattre le mal afin que le bien règne dans le pays. Ceux qui vous aident à exposer le mal, à dénoncer le mal, vous reprimez ces gens-là, vous les persécutez. Ça veut dire deux choses. Soit c'est vous qui êtes les auteurs du mal, ou c'est vous qui autorisez le mal, donc complice du mal. Parce que si quelqu'un met le voleur en prison, toi tu viens le sortir en prison, si tu n'es pas voleur, tu es le complice du voleur. Si on dénonce le détournement, qu'à cause de cette dénonciation, ceux qui ont dénoncé sont persécutés, sont menacés de mort, sont kidnappés, c'est que soit les autorités au haut niveau, ce sont eux les vrais criminels financiers, ou ce sont eux qui protègent les criminels financiers, peut-être qui ont des comptes à leur rendre. C'est ça, pas plus, pas moins. Quand quelqu'un dit qu'il est ami à 5 voleurs, c'est que lui, il est le 6e voleur. Sinon, dans un état normal, quelqu'un dénonce le mal pour des autorités responsables, soucieux de la bonne gouvernance, engagés dans la dynamique de refondation, de véritable refondation. Eh bien, dès que le mal est dénoncé, vous prenez contact avec ces gens-là pour avoir la véracité des faits et opposer la sanction qu'il faut. Si moi je mens contre quelqu'un, confrontez-moi à la justice, dans l'équité, dans le respect des lois. Mais, Kabila est convoqué, on appelle pour dire il faut le coffrer ou bien il faut le condamner. Où est la justice? C'est-à-dire que le juge se trouve devant vous, mais la décision vient d'ailleurs. Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ça? Il y en a encore qui continuent, qui vont continuer à dire à Alpha Condé. Mais la page d'Alpha Condé est tournée depuis 4 ans. Les mots qui règnent aujourd'hui, ça, c'est pas Alpha Condé. Imaginez un seul instant si Alpha Condé avait fermé les médias du pays. Que dirait Baouri à l'époque opposant? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Que dirait Ousmane Gawal à l'époque opposant? Si on avait fermé les médias guinéens sous Alpha Condé, nous, citoyens, nous, tous les Guinéens, qu'est-ce qu'on aurait dit? Les opposants, sans exception, tous les opposants politiques, sans exception, qu'est-ce qu'ils auraient dit à l'époque? Entre Alpha et ce qui se passe maintenant, qui est le véritable dictateur? Il y a l'adversité, les opposants, peut-être, Alpha Condé était leur adversaire, maintenant ce sont ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont les véritables ennemis aux hommes politiques. Le combat qui les opposait à Alpha, ça c'était un combat d'adversité qui s'est transformé peut-être en méchanceté ou autre. Ça a pris une toute autre connotation, une toute autre tournure. Je ne dis pas qu'il il y a eu assez de bavures sous sa gouvernance. On est d'accord. Mais par rapport à ce qui se passe maintenant, les véritables ennemis des opposants guinéens, ce sont les autorités actuelles. Parce qu'ils vous ont, pour la plupart, ont été chassés. Tous les grands opposants qui avaient de l'influence, qui ont de l'expérience, qui ont des vécus, qui aspirent à une certaine confiance, tous sont éloignés du pays, persécutés, contraints à l'exil, chassés dans de leur domicile. Voyez, on est dans quel pays? Posez-vous la question. Ceux qui sont en train de soutenir le soutien du CNRD, à un moment donné, il faut savoir
s'arrêter. Le bien qui te permet d'avoir le bien, il faut préserver ce bien. La Guinée, c'est le bien commun. Si vous gagnez vos vies aujourd'hui en Guinée, c'est parce que il y a la Guinée. Et donc, faites en sorte que cette Guinée soit préservée dans l'intérêt de tout le monde. À un moment donné, renoncez aux intérêts égoïstes. Pensez à la Guinée. Parce que si la Guinée est mise en mal, vos intérêts égoïstes que vous êtes en train de gagner, vous n'allez plus les gagner. Alors, la source qui nous permet de nous alimenter, c'est comme un fleuve qui nous permet de nous alimenter en eau potable. Si vous remplissez, vous détruisez ce fleuve-là, vous vous détruisez vous-même. Alors que vous pouvez l'entretenir, ça peut servir à tout le monde. On doit entretenir la Guinée dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt général. Mais si aujourd'hui vous avez épousé la facilité, parce que les autorités vous donnent des miettes, et vous dites que vous vous en foutez complètement de ce qui adviendra à la Guinée, que vous n'avez rien à voir dans ça, et vous combattez ceux qui sont en train de dénoncer le mal, on ne le souhaite pas. Quand le vent va changer de direction, qu'est-ce que vous aurez à dire? Qu'est-ce que vous aurez à reprocher aux gens? Qu'est-ce que vous n'avez pas mal à la conscience quelque part? Vous ne pouvez pas avoir l'honnêteté morale à un moment donné pour dire trop c'est trop. Vous ne pouvez pas vous arrêter à un moment donné pour dire il faut marquer un arrêt. On ne peut pas continuer dans ça. Ceux qui soutiennent le CNRD ne sont pas en train de soutenir le CNRD. Les gens ne le savent pas. Ils sont juste en train de maximiser leur profit. C'est-à-dire maximiser leur opportunité de gain malhonnête. Ils ne soutiennent pas le CNRD. La plupart, il y en a plein de gens. J'ai des amis, j'ai des connaissances. Ils m'appellent, ils disent qu'ils profitent. Que c'est l'argent public. Donc ils prennent pour eux. Ils disent, ah mon ami, nous, on va prendre pour nous. On sait que ça ne va pas. Mais nous, on profite, on prend pour nous. Ils le disent. Donc, ils ne soutiennent pas le CNRD. Ce n'est pas une question de conviction. C'est une question d'opportunisme, de cupidité, de malhonnêteté. Parce que tout simplement, c'est l'exemple là que les autorités les ont offert. Le mauvais exemple. L'immoralité. Or, ce sont les éduqués qui doivent éduquer, les autorités qui doivent éduquer la nation dans l'exemplarité. Quand les décideurs incarnent les valeurs, eh bien, cela va sans dire que la population ne fera qu'imiter. Mais quand les décideurs, n'est-ce pas, montrent une image qui n'est pas reluisante, font montre de mauvais comportements, s'illustrent dans les mauvaises pratiques, eh bien, c'est à leur image que le pays fonctionne. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est le mal qui entraîne les mauvais comportements, tout ce qui n'est pas valeureux. Ce sont ces pratiques-là qui sont en train de prendre de l'ampleur parce que tout simplement, c'est ce qui a encouragé. Réfléchir est devenu un crime. Où allons-nous avec ça? La première personne qui a battu campagne pour le CNRD, c'est Mohamed Doussou Traoré, l'ancien directeur du patrimoine bâti public. Il a fait l'Abbé. Il a fait d'autres villes de l'intérieur. Il a réussi à débaucher des cadres du RPG. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis au courant de ça. Et quel est le sort que le CNRD lui a réservé? Ils l'ont accusé gratuitement de détournement de combien de milliards? Archi faux, sur toute la ligne. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Je mets quiconque au défi également de me prouver le contraire. C'est archi faux. Toutes les accusations qui sont portées à son encontre. On parlait de 200 et quelques milliards. Après, on a entendu 30 milliards. Il n'y a rien de vrai. Ce monsieur, pourtant, s'est sacrifié pour le CNRD, pour le président de la transition. Vous vous rappelez, vous qui êtes en train de mouiller le maillot aujourd'hui pour les postes et autres? Ouattara, Mohamed Doussou Traoré, qu'on appelle communément Ouatt, il a mouillé le maillot pour le CNRD, pour Mamadi Doumbouya. Il s'est sacrifié
pour la cause de la transition. C'est lui qui allait démolir les maisons sur l'instruction du CNRD. Ils l'ont sacrifié. Et puis, ils l'ont contraint à l'exil. Ils sont allés déloger sa famille, malgré tout ce qu'il a fait. Même un minimum de reconnaissance, il n'y a pas eu. C'est pour vous dire, vous risquez gros, sans que vous ne vous rendiez compte. 2009, tous ceux qui étaient en train de dire Dadis ou la mort, quand Dadis était au procès du 28 septembre, nul d'entre eux n'a été aperçu à ses côtés qui le soutenaient. Ceux qui ont été des serviteurs de Dadis étaient là à enfoncer Dadis. Vous avez vu ça, l'être humain, la nature de l'être humain, l'ingratitude. Tous ceux qui ont dit Dadis ou la mort ont tous disparu. Ce sont eux qui sont venus avec Alpha Condé. Itanambe, Walu Ahara Waliranyo. Il est les Yando. Ce sont eux qui l'ont supporté. Qui ont dit qu'il n'y a personne en Guinée si ce n'est Alpha. Quand Alpha est tombé, même une mouche ne s'est pas levée parmi ces gens-là pour défendre sa cause. Et ce sont les mêmes, comme ça dit, c'est la même famille de malhonnêtes, d'hypocrites qui a rejoint le CNRD. Que pourquoi Mohamed Doussou Traoré a fui? Pour sa sécurité, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé, pour sa sécurité. Et s'il fallait rester pour subir le même sort, le kidnapping, la disparition forcée? Bon. Il a tout fait quand même pour le CNRD. Tous les Guinéens sont témoins de ça. C'est lui qui a délogé les leaders politiques, les Selou, les Sidia et autres. C'est lui qui est allé à l'abbé. Il a fait la première campagne, la première mobilisation pour le CNRD. Mais les clans d'intérêt autour de la présidence l'ont sacrifié pour se positionner parce qu'ils ont vu qu'il prend de l'ascension sur eux. Ils l'ont sacrifié. Et le président n'a même... Quand j'ai entendu le ministre du budget dire la fois dernière que le président Mamadi Doumbouya tient à ses amitiés, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui tient à ses amitiés. Il y a eu des gens. Docteur Fodé Sissé, c'est lui que tous les ministres, les tout premiers cadres du CNRD, c'est lui qui les a interviewés. Il est où aujourd'hui? Il a été jeté à la poubelle comme une vulgaire personne. Mohamed Doussou Traoré, jeté à la poubelle comme une vulgaire personne. Malgré tout, tous ses sacrifices, tous ses efforts. D'accord? Et vous donc, prenez conscience, dites-vous que la Guinée va demeurer, le CNRD va passer, c'est éphémère. Mais ce qui est sûr, les pratiques, l'immoralité au substratum qui règne maintenant, c'est la dernière étape sous cette transition. Parce que après ça, la Guinée doit être nettoyée. Ces pratiques-là doivent cesser. Ça doit cesser. On ne peut pas évoluer dans ça éternellement. Tout le monde est en train de montrer son vrai visage aujourd'hui. Acteurs politiques, activistes de la société civile, tous ceux qui se faisaient appeler hier défenseurs des droits humains, défenseurs de la liberté de la presse ou quoi d'autre encore, eh bien, opposants farouches qui vilipendaient, qui crachaient ou qui vomissaient sur Alpha Condé, ont fermé le bec aujourd'hui. On cloué le bec, il faut le dire comme ça d'ailleurs. Personne ne parle. Où est la conviction? Où est la moralité? Où est l'exemplarité? Où sont les valeurs au nom desquelles vous vous servez de la conscience du peuple pour vous donner de la place au soleil? Je me pose la question, si on avait fermé les médias sous Alpha, comment Baouri, quel allait être le discours de Baouri? Quel allait être le discours de Ousmane Gawal, de Lansana Kouyaté, de Lounseni Fall, de Sidia Touré, etc. De tous ces politiques-là. Je ne parle pas des leaders poids-plumes, les petits politiques qui sont à la recherche du quotidien là. Le matin, ils disent qu'ils sont avec le CNRD. On les met des billets à la poche. Dès qu'ils finissent de manger ça le soir, ils se donnent rendez-vous dans une conférence de presse quelque part encore pour dire
on ne comprend pas la conduite de la transition. Est-ce que vous les comprenez? C'est-à-dire, ils vont comme ça, les leaders poids plume, ça ventile de gauche à droite. Le matin, ils disent, la transition se passe bien, le soir, ça va mal. Le lendemain, ils disent, ouais, tout est rentré dans l'ordre. Ça fait pitié. Où est l'exemple? Quelle est la leçon que vous donnez à vos enfants? Il faut qu'on soit fiers de s'asseoir et dire à ses enfants que vous devez être fiers de vous. Moi, mon père me dit que nul, aucun individu sur terre ne va vous dire, c'est-à-dire ne va vous lancer ne va vous marginaliser ou en tout cas vous adresser des propos discriminatoires ou des injures pour dire votre papa était comme ça, votre papa. Non, il n'y en a pas. Que parce que il n'a pas fait du mal à quelqu'un et il a gagné sa vie dignement. Il n'a pas été quémandé quelqu'un, il n'a pas volé quelqu'un. Il n'a pas été un béni-oui-oui. Jusqu'aujourd'hui, il faut être fier de donner les valeurs, de transmettre les valeurs à ses enfants. Il faut être fier de dire à ses enfants ce que tu as fait positivement dans la vie des autres, dans la vie de la nation. Mais aujourd'hui, tout est désacralisé. On est devenu une société perdue. Je vais vous lire la dernière tribune que j'ai faite. Et après, on va clôturer le live là ici. Certains l'ont lu, d'autres ne l'ont pas vu. La tribune que j'ai faite aujourd'hui sur cette situation justement. Sur tout ce qui se passe en Guinée, parce que je suis révolté. Tribune, quand l'ignorance gouverne, la barbarie devient la loi. On étudie pour harmoniser le cerveau, pour l'armer de morale, l'illuminer de conscience, afin que l'homme agisse avec raison, retenue et discernement. On s'instruit pour comprendre que la vie humaine a une valeur, que le pouvoir est un service, pour le peuple donc, est un service. Que la justice ne se tord pas au gré des caprices d'un uniforme ou des délires d'un despote. Mais ceux qui n'ont pas étudié, des médiocres, ou qui ont fui donc la lumière de l'esprit, n'agissent que par la force. La brutalité est leur langage, la répression leur outil, la peur leur religion. Ils repriment là où ils devraient dialoguer. Ils tuent là où ils devraient écouter. Ils bâillonnent là où ils devraient protéger. Car l'ignorance, quand elle s'empare d'un État, devient une machine de répression froide et aveugle. Faire des victimes partout. Elle confond autorité et brutalité. Respect et soumission. Critique et trahison. Elle voit dans le savoir, c'est-à-dire dans la réflexion, dans l'intellect, une menace. Quelqu'un qui, comme ils ont vu pour Maître Traoré. Dans la pensée, un danger. Quelqu'un qui pense pour émettre son avis. Et dans la vérité, un ennemi à abattre. Pour ceux qui sont à la recherche de la vérité. Ceux qui ont fui la lumière de la pensée, donc les études, l'instruction, voient dans chaque intellectuel un ennemi. Dès que l'intellectuel se pointe, c'est son ennemi. Les médiocres sont hostiles aux intellectuels. Et c'est ce qui se passe sous cette transition. Tous les brillants sont écartés. Les expérimentés, on n'en parle pas. Dans chaque voix critique, on voit un complot. Dans chaque vérité, on voit une insubordination. Alors, ils traquent les journalistes, persécutent les activistes, réduisent au silence les avocats, achètent la conscience des syndicalistes qui n'existent plus. Les syndicalistes qu'on a connus sous Conté, sous Alpha Condé, ont disparu. Des vrais corrompus se trouvent dans le mouvement syndical guinéen. Les vendus, les vrais vendus se trouvent dans le mouvement syndical guinéen. Ils emprisonnent les citoyens ordinaires, écartent les militaires intellectuels, tous les grands... Sadiba a été tué. Et d'autres, tous les grands intellectuels dans l'armée ne sont pas à des grands postes de responsabilité. Ils sont écartés. Tous ceux qui peuvent faire le béni oui, ce sont eux qui sont approchés. Qui peuvent obéir sans réfléchir. Ce sont eux qui sont approchés.
les intransigeants, ceux qui ont la tête sur les épaules, pour la plupart, ils sont éloignés, soit à l'intérieur, ils sont à des petits postes, ou ils sont même écartés de toute la chaîne de commandement. Ils s'acharnent donc sur les consciences parce que la pensée libre dérange l'instinct brutal. Ce n'est pas un hasard si l'on contraint les esprits libres à l'exil et qu'on glorifie les bénis oui-oui et protéger les médiocres, comme ça se passe aujourd'hui. La conscience dérange les médiocres. La réflexion dérange les médiocres. L'analyse pointue dérange les médiocres. La vérité dérange les médiocres. L'excellence dérange les médiocres. Le mérite dérange les médiocres. La Guinée traverse aujourd'hui une période sombre, non pas seulement politique, mais intellectuelle et morale. Une crise de... C'est-à-dire, on ne sait même pas... La morale a foutu le camp. Une période sombre où la médiocrité gouverne, où le débat est remplacé par les matraques et où la raison est muselée par le fusil. Mais il faut dire haut et fort, on ne gouverne pas un peuple avec les matraques. On ne dirige pas une nation avec des fusils. On ne construit pas l'avenir d'un pays en kidnappant les porteurs de lumière, les porteurs d'espoir, les pensées libres, les voix critiques. Non. Quand la violence remplace le droit, quand l'ignorance écrase la sagesse, le pays devient une jungle où la raison est enchaînée, donc emprisonnée, enfouie même, et la dignité piétinée, désacralisée, bafouée. L'histoire nous enseigne que toutes les dictatures fondées sur l'ignorance s'effondrent tôt ou tard sous le poids de leur propre absurdité. Car la conscience peut être bâillonnée un moment, mais jamais à jamais. Donc, pas à tout moment. Le jour vient toujours où la lumière rattrape l'ombre. Et ce jour-là, aucun treillis, aucun membre du CNRD, qui qu'il soit, aucun mensonge, aucune manipulation, aucune terreur ne tiendra face à la révolte des cœurs éveillés. Le peuple éclairé par ceux qu'on voulait faire taire rejettera l'obscurantisme en treillis pour reconstruire notre pays, notre patrie, notre mère patrie, la Guinée, debout, libre, juste et digne. Pauvre Guinée, nous sommes assignés, affligés, exilés et abandonnés. Nous sommes kidnappés, violentés et tués. Nous sommes emprisonnés, reprimés et persécutés. Nous sommes sacrifiés, choqués et indignés. Et maintenant, nous sommes révoltés dans l'âme. Car trop, c'est trop. Peut-être vous êtes capable de nous tuer aujourd'hui pour notre vérité. Mais la pensée que nous portons, vous ne pouvez pas tuer cette pensée-là. Parce que je l'ai dit une fois, vous faites taire Babila, il y a 1000 Babila qui vont naître, qui vont continuer le combat pour la dignité humaine, pour le développement de ce pays, pour la défense de l'intérêt collectif. La vie de l'individu tient au temps. D'une seconde à une autre, la vie de la nation demeure éternellement jusqu'à la fin des temps. Qu'on peut tuer le révolutionnaire et non la révolution. C'est une question d'idéologie. On n'est pas des rebelles. On n'est pas des combattants armés. Non. Astaghfirullah. Nous défendons nos convictions, nos opinions. Nous croyons à des valeurs que nous sommes en train de présenter et de défendre pour l'intérêt de la nation. Mais opposez à cela quand même vos arguments. Organisez des débats qui est de la contradiction. Ça, c'est cela la démocratie, c'est cela l'état de droit. Que vous défendiez vos positions et que nous défendions également nos positions. Que chacun soit libre d'exercer sa profession dans le respect des lois de la République. Mais si on reprime parce que vous ne voulez pas entendre ce qui se dit comme vérité, eh bien, on est dans quel pays? On n'est plus pour la normalité quand même.
On n'est plus pour l'intérêt général. On n'est plus pour le développement de ce pays. On n'est plus pour les valeurs. Merci à toutes et à tous. Dites-vous que la Guinée appartient à nous tous. La Guinée, c'est vous. La Guinée, c'est moi. Que nul ne minimise les efforts qu'il consentit, qu'il fournit pour le bien de ce pays. On dira que c'est un peuple ingrat, ne défendez pas le peuple. Non. Si nos dévanciers qui se sont sacrifiés pour nous, si eux, ils savaient que nous allions devenir cette génération où, c'est-à-dire cette génération qui a renoncé à toutes les valeurs, eh bien, est-ce qu'ils allaient porter le combat là pour nous? Ne pensons pas à ceux qui sont... Tout le monde n'est pas ingrat. On va dire le peuple guinéen, les gens disent, le peuple ingrat, le Guinéen ne mérite pas d'être défendu. Mais pas notre génération là. Et ceux qui viendront, si on ne défend pas la Guinée pour les générations futures, ils vont se retrouver dans quel pays? Si on ne défend pas la Guinée, parce que nous avons le devoir, l'obligation de défendre la Guinée, on ne le fait pas pour quelqu'un. Par patriotisme, c'est notre patrie, c'est notre maison. C'est chez nous. Vous protégez votre maison, c'est pour vous, c'est pour votre propre sécurité, c'est pour votre propre bien. On ne le fait pas pour quelqu'un. Vous êtes tous dans une maison, vous voyez que le bâtiment est sur le point de s'écrouler, vous faites en sorte que ce soit protégé. Parce que vous risquez, si la maison s'écroule, vous risquez tous ceux qui sont dedans, là, ça ne s'écroule pas pour X ou Y, ça s'écroule pour tous les habitants qui sont dans la maison. On défend la Guinée pour nous tous. Pour les futures générations, leur laisser un héritage. Si nos dévanciers ont sacrifié tout pour que nous ayons droit à la vie sur terre, sur la terre guinéenne aujourd'hui, nous devons faire pareil pour, n'est-ce pas, transmettre le flambeau aux futures générations. Défendons donc le pays, défendons les valeurs, défendons la vérité, défendons nos convictions, sortons de la haine, de la division ethnique. Et c'est ce qui permet justement aux autorités guinéennes de nous réduire, de nous vaincre. Il n'y a pas plus fort que le peuple. Mais puisque ce peuple est divisé, on profite de ça pour régner dans la division. Diviser pour régner. On continue de fragiliser le tissu social, on continue, n'est-ce pas, de nous éloigner les uns des autres, de cultiver la haine, le rejet de l'autre, pour ne pas que le peuple s'entende, pour ne pas qu'il y ait cette union, pour ne pas que tout le monde soit dans la même dynamique de défendre les valeurs. Il faut les désorienter, il faut les mettre dos à dos. Et c'est à la jeunesse de s'inscrire dans la nouvelle dynamique, dans la dynamique du changement, de tourner dos à l'ethnocentrisme, à la division, à la haine, à la facilité, à la cupidité, la malhonnêteté. C'est à la jeunesse d'incarner les valeurs. On dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays. C'est une jeunesse responsable. Ce n'est pas une jeunesse perdue. Une jeunesse malhonnête, non. Une jeunesse qui est habituée à la mendicité, non. Une jeunesse mal formée, non. Il faut se préparer pour affronter les enjeux du moment et du futur. Vous n'allez pas vouloir concurrencer les petits Chinois de demain, alors que vous êtes là en train de tendre les mains aux autorités pour dire Menge Otanambe, Otanambe, Otanam Noma. Et après vous dites que vous êtes l'avenir de ce pays. Quel avenir? C'est donc un avenir perdu. Donc la Guinée n'a pas d'avenir. Si c'est sur cette jeunesse perdue, on compte pour l'avenir de demain, c'est mort. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on prenne conscience de notre responsabilité, les jeunes. Il ne sert à rien d'être jeune sans être capable et d'être capable sans être jeune. Un vieux sans sagesse, ce n'est pas un vieux. C'est un vieux, mais ce n'est pas un sage plutôt. Un jeune qui n'est pas honnête, il ne faut pas compter sur un jeune malhonnête. Donnons-nous la main. Disons halte à la haine, à la division ethnique.
au discours de haine. Disons non à cela. Cultivons l'amour, l'unité, l'harmonie, l'entente, la compréhension. Posons les débats d'idées. Sortons des injures. Ne faisons pas dans la bassesse. Incarnons les valeurs de notre société. Confrontons les idées. C'est pourquoi j'ai dit sur ma page, si c'est le débat d'idées, je suis prêt. Il y en a qui viennent m'insulter ici parce qu'ils sont limités, ils sont bornés. Discutons. Faites valoir vos arguments. Confrontons-nous dans les débats d'idées. Pour aider ce pays-là. On ne doit pas continuer éternellement dans cette léthargie, dans cette anarchie. Non. On aurait failli à notre mission, à notre responsabilité, à notre devoir de citoyen. Il faut dire non. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Il faut le dire. Et on dit souvent, Babila, il ne valorise pas, il ne dit pas ce qui est bien. Moi, je ne suis pas un communicant. Nous, on réclame toujours. Moi, en fait, on demande, c'est comme un enfant. Chaque jour, un enfant vient tendre la main à son père pour lui donner à manger. Est-ce qu'un enfant va refuser de demander, comment dirais-je, son transport d'aujourd'hui à son père parce que son père lui a donné le transport hier? Non. Tous les jours, il réclame son transport pour aller à l'école. Il ne dira pas, il m'a donné mon transport hier pour aujourd'hui, je ne vais pas réclamer. Donc, moi, ce qui ne va pas, c'est sur ça que je porte le regard, pour que cela change. Et progressivement. Si ça ne va pas ici, je porte le regard sur ça. Vous avez combien de gens qui communiquent pour vous? Donc, la communication des gens là ne vous met pas à l'aise. Il faut que Babila prenne fait et causes pour vous défendre. Je ne suis pas prêt pour ça. Moi, ma ligne éditoriale, informer, dénoncer et chercher l'état, l'envers du décor, le mal qui se cache dans les entrailles de notre administration, de notre société. C'est ce qui m'intéresse. Je vous expose, autorité, vous qui avez la responsabilité de les changer, changez-les. Si tout va bien le jour, c'est que si tout va bien, je n'aurai plus rien à dénoncer. Donc quand je n'ai plus rien à dénoncer, je ne serai là que pour valoriser désormais. Alors, mais tant qu'il restera des mots qui assaillent cette société, je ne vais pas fermer les yeux sur ces mots-là pour aller faire dans le troubadour, les tintamars, les glorifier, devenir... non, 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 c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Vivement la fin de cette barbarie. Vivement la fin des répressions. Vivement la fin des violations des droits humains. Vivement la restauration de la démocratie, de l'état de droit et de la justice sociale dans notre pays. Vivement la paix et l'unité. Vivement la prise de conscience collective. Vivement le retour aux valeurs fondamentales qui fondent la vie de notre société. Vivement l'incarnation des valeurs. Vivement la gestion dans la transparence. Vivement la bonne gouvernance. Vivement l'exemplarité. Que Dieu vous bénisse.